2 enfants en école élémentaire et pourquoi on leur fait écrire des phrases qui disent rien, genre les enfants jouent aux billes, ok chouette, mais qu'est-ce qui empêche d'apprendre le français en écrivant la grenouille est un amphibien Je reconnais, hein, dans mon métier, il y a eu une certaine période où j'étais beaucoup à l'international, je prenais l'avion comme un taxi. Donc moi j'avais hautement conscience d'une forme de contradiction ontologique entre mes valeurs personnelles, mon éducation et le métier que j'avais choisi. Vous avez dû avoir cette expérience malheureuse d'avoir une plante qui est super pendant 2 mois, puis au bout de 6 mois, elle est morte, vous pensez que c'est de votre faute, mais en fait, elle a un manque de... C'était ça. Et donc, vous allez racheter une plante chez Ikea en vous disant machin, et ça dure, ça peut durer des années. Les mobilités alternatives type vélo, micro-mobilité et tout ça, c'est adapté effectivement à un usage urbain, t'allais beaucoup moins à un usage périurbain ou rural. Et donc là, en fait, on touche à des politiques d'aménagement du territoire qui remettent en cause, je sais pas, 40 ans on va faire d'étalement urbain et de chacun vont faire son pavillon. Sur la partie de la mobilité, on va passer à la voiture électrique, on tue toute notre industrie sur le thermique et puis l'Allemagne dit finalement moi je l'avais pas complètement tuée. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la garder la mienne. Bon. Ça faisait quasiment 25 ans que je travaillais dans les agences de publicité et il y a 2 ans j'ai décidé de tout arrêter et de cofonder avec Constance Bard, une ex-collègue, Nouvelle Art Studio, qui est une agence dédiée au sujet d'engagement social et environnemental. En fait, ça vient à la fois d'un rejet et d'un élan, un rejet d'un milieu managérial assez toxique. Je me retrouve beaucoup dans ton parcours parce que moi j'étais pas en agence, je faisais pas de la pub, mais je faisais du conseil dans un Big Four auprès d'acteurs publics. Un peu de la même manière, il y a eu un moment où je me suis dit ça ne me convient pas, le modèle qui est proposé par ces entreprises, en tout cas le projet de ces entreprises est vraiment très très limité puisqu'il s'arrête à juste faire le maximum de rentabilité sur les missions qui sont conduites indépendamment du sujet, indépendamment des clients. Donc ça me heurtait, j'étais vraiment en dissonance cognitive complète. J'ai décidé, il y a à peu près 1 an, d'arrêter et de créer le studio Reset. De la formation sur des sujets de transition écologique à destination des acteurs publics, mais aussi des entreprises. Nos clients s'autonomisent sur à la fois leur capacité à comprendre, leur capacité à analyser les problématiques complexes auxquelles ils sont confrontés, et puis se passent à l'action. Waouh, parfait. J'ai eu, on va dire, un début de prise de conscience environnementale il y a une 20aine d'années à travers des inspirateurs comme à l'époque déjà Jean-Marc Jancovici sur le climat, quelques années plus tard Yves Cochet sur le pétrole. Je me suis dit, voilà, tout ça c'est très très important, sans forcément une approche catastrophiste, mais je me suis dit c'est suffisamment important tout ça, j'y avais pas pensé jusque-là pour au moins s'en préoccuper. Ça ne s'est pas traduit par un engagement professionnel tout de suite, au quotidien un petit peu déjà, réduire son niveau de consommation, ce qui a eu certaines implications familiales, sociales entre autres. Bon. Je suis passé par 2 des 4 Big Four. Voilà, c'est encore pire. J'ai toujours été consultant, donc désolé. À l'époque, on surfait sur une vague de début d'écrire des rapports RSE. Et en même temps, je me dis que si on voulait freiner l'action dans les entreprises, le mieux est d'occuper les gens à faire des KPI, des tableaux de bord, des Excel, des tout ça. Et donc ça fait perdre 10 ans. Donc je ne sais pas trop au final quel bilan tirer de tout ça. Et puis en 2018-2019 est venu raz-de-marée des effondristes, des collapsos, donc Pablo Servigne et compagnie, avec des centaines de milliers de Français tout à coup qui sont éveillés à ces sujets-là avec des démarches plutôt apocalyptiques, mais qui sont arrivés avec beaucoup de nouvelles idées et qui, pour moi, ont accéléré les choses et décuplé mon niveau d'intérêt pour tous ces sujets-là. Et je ne m'étais pas rendu compte de l'aspect aussi complexe et systémique aussi. Donc ça a beaucoup accéléré les choses pour moi, globalement plutôt positivement, même s'il y a eu des phases d'anxiété. Que dire d'autre? Là, dans mes activités de conseil, je travaille sur des études à la fois pour des acteurs publics et privés sur les questions de limites planétaires. Ça peut être de l'aide à la réflexion,
entre autres de la prospective, donc projeter les entreprises dans des futurs plus ou moins durables, des évaluations de projets de transition, évaluation des coûts, des bénéfices sociaux et environnementaux des projets, donc je fais ça aussi. Et puis, le statut d'indépendant le permettant, en fait, je passe une moitié de mon temps sur d'autres activités. J'enseigne ces sujets-là à l'EM Lyon, donc école de commerce, c'est pas particulièrement la partie la plus engagée, moins que les ingénieurs et les Sciences Po, on va dire. La génération climat, je la vois pas forcément devant mes yeux, mais on voit qu'ils se disent, ok, toutes ces questions-là, ça va être des paramètres à prendre en compte dans notre gestion d'entreprise plus tard. Enfin, ils le prennent assez froidement, je pense, finalement, ces questions de limite. J'ai commencé mon parcours dans le divertissement, donc l'audiovisuel, chaîne de télévision très américaine, comme les chaînes de NBC Universal. 13e rue, Sci-Fi, bon, je ne sais même plus si elles existent encore, je ne regarde plus la télévision depuis. Donc, bon, une dizaine d'années donc dans le divertissement, puis j'ai enchaîné dans l'édition pour un grand groupe d'édition français, le groupe Editis. J'aime beaucoup les livres, comme beaucoup de gens, je suis une passionnée même de livres. Et j'y suis restée 5 ans, ça n'a pas duré très longtemps, je n'ai pas été extrêmement épanouie dans ce secteur très conservateur. À l'époque, c'était en 2014, jusqu'en 2014. Puis j'ai cofondé ma boîte en 2016, donc presque 7 ans aujourd'hui. J'ai eu en fait une crise, une espèce d'éco-anxiété, où je me suis dit effectivement qu'il fallait beaucoup de culpabilité, hein, comme beaucoup de gens aujourd'hui, qu'il fallait faire quelque chose et qu'on ne pouvait pas rester juste passif. Du coup, j'ai lancé Akagreen en 2016. Donc, chez Akagreen, on végétalise les espaces de travail et les lieux de vie, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et notre particularité, c'est qu'on propose uniquement des plantes vivantes. Alors, ça paraît bizarre, mais pendant très longtemps, on a utilisé beaucoup de plantes en plastique dans les entreprises et pas mal de plantes stabilisées. Moi, j'ai un de mes clients qui a ça, qui a des oliviers en plastique. Voilà, et on ne s'en rend pas compte parce que oui, aujourd'hui ça choque. Et il y a beaucoup de plantes stabilisées, ce qui est pire, hein, parce qu'une plante stabilisée, c'est une plante dont on a retiré la sève pour remplacer un produit par un produit plus ou moins chimique. Non, ce sont des fleurs. Mais il y a des murs végétaux. Et c'est la mode des murs végétaux, quasiment tous, sauf en extérieur, qui sont stabilisés. Donc on est en 100% plantes vivantes. Notre démarche est vraiment basée sur la biophilie, l'amour du vivant, le respect du vivant et le lien qu'on a toutes et tous avec la nature et le vivant sous toutes ses formes. Donc on a vraiment des scénographies qui sont très immersives, qui sont où le collaborateur est au cœur de la végétalisation pour reproduire un peu ce qu'on voit dans la nature et qui permet de créer un lien émotionnel. Et c'est ça, puisqu'il y a une relation qui se crée, puisque la plante pour nous n'est pas du tout un objet de décoration, mais un être vivant qui va apporter énormément de choses dans l'environnement de travail. Et c'est comme ça qu'on a cette image très presque militante de protection de la nature en milieu urbain. C'est aussi comme ça qu'on vend notre offre en extérieur, puisqu'on est 100% biodiversité, que des plantes mellifères, produites hyper localement. Justement, je suis hyper curieuse de savoir en entreprise, est-ce que vous évaluez justement un avant-après après est-ce qu'il est mesuré ou ouais. Alors mesurer, on fait des petits sondages, mais c'est pas scientifique, hein, c'est juste non, pour mais donner au moins un sur le bien-être collectif, un sentiment. Il y a toujours un avant-après. Ouais. Après, il y a sur une équipe, il va y avoir 80% de personnes qui se sentent concernées et qui vont dire qu'il y a eu une amélioration grâce aux plantes. Après, ça contribue, il y a pas mal d'autres choses qu'on peut mettre en place. Et puis 20% de réfractaires qui ne les voient même pas ou qui n'ont pas du tout d'affinité avec les plantes. Bah moi, je suis manager de la division ciment de Lafarge, du coup. Troisième blague pour harcèlement ce mois-ci. Ah ouais, ok. On t'adore. Ouais, c'est ça. Du coup, je me suis trompé de... non, je suis entrepreneur, mais en fait, j'ai un parcours dans la finance avant, banque d'affaires
où je faisais essentiellement du financement de projets, pour faire très simple, et de sociétés. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans un domaine qu'on appelle la fintech de manière assez large, c'est-à-dire les technologies financières pour les banques ou les entités de finance. Et j'ai rencontré mon associé qui, lui, a passé plutôt dans l'électronique grand public, donc l'import en masse par grand container, enfin, une des industries les plus polluantes dans la consommation en tout cas. Et on s'était retrouvé donc dans cette société à faire de la location pour les biens pour les particuliers, les téléphones portables, les ordinateurs, etc. Ce qui se fait à peu près de pire en réalité en termes d'écologie, malgré toute la communication que vous pouvez le greenwashing. Voilà. Alors je n'utiliserai pas forcément le terme, je suis en bon terme quand même avec mes anciens collègues. Mais bon, disons que ça ne tient pas toutes les promesses affichées sur LinkedIn et compagnie. Et en fait, nous, ce qu'on cherchait à faire, il y a une autre manière de faire, en fait. C'est l'usage, en fait, les sujets d'usage. C'est de dire, ce qu'on voulait, c'était que les personnes puissent aller dans un endroit de distribution, prendre un produit, payer pour le temps qu'ils utilisent le produit, rapporter le produit, arrêter de payer, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de fluidité dans l'usage. Et à terme, surtout pour le constructeur, d'arriver, si jamais on arrive à capter de la valeur sur l'usage, d'arriver à produire moins pour gagner plus. C'est ça l'idée, plutôt que de dire arrêtez de consommer. On voit très bien que ça ne marche pas des masses pour le moment. C'est plutôt sur le côté économique, comment est-ce qu'on met en place un nouveau business model qui permette au constructeur de faire sa transition vers je vais construire moins et je vais toujours avoir ma satisfaction client, je vais avoir mon lien plus direct avec l'usager, parce que ça veut dire qu'il faut que je le suis dans la durée. Bon, je vous passe les détails. Il y avait beaucoup de freins là-dessus, parce que notamment dans l'automobile, qui est le plus gros pourvoyeur aujourd'hui d'usage, les gens sont beaucoup plus habitués à partager de la mobilité et de l'automobile en particulier que sur d'autres produits qui ne s'y prêtent moins. Et donc on a commencé dans ce secteur-là. Et alors on a plusieurs gros constructeurs automobiles qui ont suivi, qui ont dit bah oui, en fait c'est ça qu'on veut faire, c'est parfait. Enfin, alors je ne vais pas donner des marques, mais vous ne payez pas 50 000 € une marque entrée de gamme en électrique, quoi. Personne n'a les moyens de se l'acheter, et ceux qui ont de l'argent ne veulent pas l'acheter. Donc ils sont contraints de le faire, les constructeurs. C'est pas juste, voilà, c'est pas juste pour la beauté du geste, mais ça a un fort intérêt économique pour eux. Et donc du coup c'est ça que nous mettons en place. Ça marche très bien pour le moment, et les consommateurs et les grands donneurs d'ordre, en fait, les grands opérateurs s'y retrouvent très bien. Donc là ça fait 3 ans qu'on est lancé. On a un beau track record qui en termes de chiffres, parce que ça aide sur ces genres de sujets-là justement. On a en France à peu près 18% des gens qui se déclareraient prêts à juste louer. Là je parle juste de l'automobile, qui se déclareraient prêts à juste louer, par exemple, leur véhicule plutôt que de le posséder. Ça, c'est parmi ceux qui le possèdent déjà. Et si vous calculez les chiffres, alors j'ai le chiffre de 88 grammes de CO2 par kilomètre sur une voiture électrique de sa construction jusqu'à sa mort, c'est le chiffre Tesla, donc j'imagine qu'ils sont en plus probablement très sous-estimés, mais rien qu'en partant de ce genre de chiffres, si vous faites basculer ces 18% de personnes vers de la location, c'est en France 30% de l'objectif de réduction de CO2 que vous faites. Parce que si vous factorisez les véhicules non construits. J'imaginerais bien un Décathlon prendre des parts de marché sur la mode. Pour déjà, moi, j'assume, je m'habille pas mal de Décathlon, parce que ça ne m'intéresse pas tant que ça, la mode. Et s'ils proposaient un espèce d'abonnement, un peu comme sur le modèle de Boulanger et Décathlon, s'ils posaient une espèce de formule, je sais pas, 20 pièces d'habits pour les minimalistes, à tout moment, adapté au chaud, adapté au froid, donc exactement ce qu'il vous faut en hiver, et puis après vous nous le rendez à la fin de la saison, on vous donne exactement ce qu'il vous faut en été, adapté aux canicules, etc. Vous avez à tout moment 5 paires de chaussettes, 5 caleçons, enfin... On s'occupe de tout pour tant par mois, quoi. Et après, ils auront un... Après, bon, ça dépend aussi des pièces, hein, parce que franchement, moi, je sais pas si je louerais mon caleçon. Enfin, je suis juste un homme. Je sais pas. Oui, les sous-vêtements, c'est les chaussettes et les caleçons, là, je crois que c'est la dernière étape. Bon. Mais un anorak, ouais, pourquoi pas se dire, bon, bah, un anorak, j'ai besoin pour le ski. Non, mais par exemple, les affaires de ski, c'est atypique. Mais t'en auras bientôt plus besoin. Oui, bon, ça c'est vrai. Sur deux exemples, si je peux revenir sur l'exemple de l'habillement. Ouais. Parce que on l'avait pris dans tous les sens. Ça fait presque 7 ans maintenant que je travaille là-dedans. Et
on a eu tous les cas de figure possibles et imaginables, de dire comment est-ce qu'on loue des choses et des demandes plus ou moins farfelues, Oui. et des tests qui ont échoué ou réussi. Alors l'habillement a toujours raté jusqu'à Ouais, présent, ouais. sauf sur le haut de gamme. Sur le très haut de gamme, Voilà. et si je prends l'exemple de la puériculture, nous on a une grosse demande entrante de la puériculture. Pourquoi? Parce que les constructeurs ne représentent dans le neuf que 40% du marché. C'est-à-dire 60%, donc l'écrasante majorité du marché, c'est l'occasion, qui leur échappe complètement et qui échappe complètement à leur réseau. Oui, qui est fait Et entre mamans. Le Et Bon on se Coin, refile, on se Facebook, refile entre les sœurs, mamans de ou- je sais plus ouais. quoi, Ouais, c'est etc. sûr. Voilà, c'est ça. Ça, petit bateau, on a toujours refilé nos affaires. De toute façon, un bébé, ça change de mois en mois. Donc effectivement, ça, la location, c'est parfait. Mais c'est pour ça qu'impliquer le constructeur ou enfin, le fabricant, en Ouais, le l'occurrence, de manière fabricant. plus globale, Là, t'es là-dedans. très automobile. Oui, c'est vrai. Donc, c'est- Mais le fabricant, dans cette dimension location, usage, lui a tout à y gagner, à avoir dans son réseau des choses que vous percevez, de toute façon, vous, quand vous achetez d'occasion, de manière plus saine, on va dire, vous avez plus confiance d'acheter un vêtement qui a été porté, mais remis à neuf, entretenu, repassé, lavé, chez les marques que vous avez par exemple exposées, plutôt que quelqu'un en ligne. Ça, c'est, Ouais, c'est vrai. Ouais. vous n'êtes pas forcément prête à payer un premium, mais au moins vous avez ce côté un peu plus rassuré. Et vous avez le côté choix qui est possible si jamais c'est dans le réseau. Donc, l'idée de constituer un stock d'occasion dans le réseau avec des stocks dédiés en fait à l'usage dans chaque point de vente, géré par le fabricant lui-même, c'est là-dessus en fait que nous on travaille aujourd'hui, c'est de faire un équivalent de dépôt-vente, parce que ce sont des petits magasins qui n'ont pas Oui, beaucoup de c'est ça. trésorerie. Ouais. Dire, ok, bon, bah, c'est nous qui prenons en charge les achats, vous payez, le point de vente, vous payez quelques centaines d'euros par mois pour ce stock-là, plutôt que de payer 5 000, 10 000, peu importe, enfin, sur la puériculture, Parce ça peut monter vite. qu'effectivement, justement, les prix qu'on peut obtenir dans les pays au Bangladesh, en Inde, en Chine, sont tellement dérisoires. Donc quand effectivement on essaie de relocaliser le textile en France, enfin, les différences de prix sont tellement énormes que c'est compliqué. Après, années 50, 60, je pense qu'on produisait quasiment tout ce qui nous servait à nous vêtir. Donc il y avait une industrie du chanvre, du lin, de la laine. Coton, je pense pas, mais Qui est vertueux. après, ça pesait dans le pouvoir d'achat, c'est sûr. Hein. Ouais, J'imagine c'est ça, que les gens exactement. avaient beaucoup moins de pièces, d'habits, Bien sûr. et qu'à comparer avec aujourd'hui, effectivement, le caleçon de Ouais, l'époque c'est devait ça. coûter l'équivalent de 40 € dans ce que ça pèse Ouais, en c'est pouvoir d'achat. exactement ça. Mais on n'en du changeait coup, pas, on toutes changeait les pas 3 du- mois, quoi. Ouais, voilà, c'est On ça. pouvait le retourner plus facilement. Si vous voulez rentabiliser quelque chose qui se loue peu, vous êtes obligé de rapatrier la marge de l'occasion au même endroit. C'est-à-dire la personne qui ne gagne que très peu d'argent sur la location doit s'y retrouver sur l'occasion. Dans l'exemple de la puériculture notamment, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de gens qui viennent pour louer. C'est pas ce sera jamais un mass market. On voit bien que ça plafonne toujours à 20%, quel que soit le secteur. Les personnes qui louent vraiment quelque chose, qui font l'acte de vraiment louer quelque chose sur une masse totale, vous plafonnez toujours aux alentours de 20%. Peut-être que ça augmentera avec les contraintes de pouvoir d'achat, c'est surtout ça qui joue. Ouais. Mais vous n'êtes pas sur le 100%. Donc, si jamais vous êtes capable, et c'est nous c'est ce qu'on fait, et c'est comme ça qu'on pratique la location, si vous êtes capable par contre de dire aux vendeurs, tu fais une marge à l'entrée, tu vends du neuf, non pas à un consommateur mais à une entreprise, donc nous en l'occurrence, déjà ça dégage quand même un peu d'air Ça de rassure, trésorerie, et ça rassure d'avoir de la trésorerie d'avance aussi en particulier maintenant. Ça va se louer, ce que ça va se louer sur la durée définie, les robes par exemple, mais alors nous encore une fois on fait pas encore de vêtements, mais si je prends l'exemple des robes, vous allez louer, ça va représenter peut-être 10% du prix global, ce que vous allez réussir à encaisser sur des locations, Oui. et j'en sais rien parce que Oui, si, c'est ça, c'est 10% du prix d'achat. mais La vous location. allez avoir le 10%, mais ce qui vous permet quand même derrière d'amortir 10% de la valeur, Ouais. et donc de le vendre 10% moins cher. Ouais. Et là, vous devenez intéressant pour un achat d'occasion, Oui. margé. Et en fait, c'est là où vous avez deux marges, une marge à l'entrée, une marge à la sortie, et entre les deux, l'amortissement du stock. Oui. Et c'est ça, en fait, nous, qu'on permet de faire. Donc la rentabilité n'est pas forcément sur l'acte d'usage, il est sur le modèle complet.
Et c'est ça qui est important en fait de rapatrier vous dans la distribution. agrégez en fait à la fois l'achat neuf et l'achat d'occasion. C'est ça. Et vous dérisquez complètement la transaction. Et il n'y a pas d'investissement à faire pour le point de distribution. Il est capable tout de suite d'être opérationnel. Et c'est génial, hein, comme. Non, mais c'est vrai, franchement. Non, mais surtout pour les stocks qui sont. Enfin, il y a quand même pas mal d'enseignes qui ont des gros stocks et tout ça. Et aujourd'hui, ils ne savent pas quoi en faire. Et ça part je ne sais où pour être détruit. Oui, c'est ça. Alors sur la part de destruction des stocks, ça pour le coup, je connais très mal, et puis en général dans les stocks, sur ce qu'on fait nous en ce moment sur la mobilité, c'est plutôt soit bradé, soit juste pas acheté. Là je parle des vélos, pas mal en fait, parce qu'il y a ce gros problème dans la distribution, en tout cas de vélos électriques et la montée vers l'électrique de tout ce qui est les mobilités douces, qui encourage à changer éventuellement, en particulier dans les grandes villes, entre l'automobile et une manière de se déplacer qui ne soit pas aussi fatigante que le vélo, mais pas aussi polluante que la voiture. Vous avez les vélos, ils coûtent à l'achat entre 2 et 7 000 euros pour le point de vente, qui a une trésorerie moyenne de 20 000 euros. Donc vous pouvez en mettre un. Quand vous êtes le constructeur, vous pouvez en mettre un, ou deux, mais pas plus. Donc avec un système qui permet de faire cette forme de dépôt-vente, où il y a un acheteur tiers, c'est là en fait où vous avez la capacité de proposer à plein d'endroits, parce qu'on ne sait pas ce que les gens achètent et où aujourd'hui, c'est assez fumeux. Donc pour les petites zones de distribution, peut-être qu'on en a juste à côté là, dire est-ce que je mets un vélo à 2 000 euros, est-ce que je mets un vélo à 3 000 euros, est-ce que je mets un vélo à 7 000 euros, quelle est la demande, j'en sais rien, mais au moins je peux avoir les trois. Et ils peuvent être utilisés en plus, essayés, l'entrée de gamme jusqu'au plus haut de gamme par la personne avant de l'acheter. Ce qui permet d'encourager, c'est un outil là pour le coup d'aide à la vente, mais sur des parties de mobilité douce, donc, qui sont supposées remplacer quand même une partie du parc roulant, qui est un peu âgé en général, et en particulier à Paris. Donc ça, il y a énormément de cas d'application d'un business model et juste de changement de business model qui permet de le faire, où tout le monde s'y retrouve au final. Et dans les premiers retours qu'on a pu faire sur 1 an et demi, y compris pour les consommateurs finaux, il y a une économie de 10% annuelle sur l'automobile. Là uniquement, on n'a pas encore de données suffisantes sur le reste, mais sur l'automobile, il y a une économie d'à peu près 10% par rapport à la propriété. Pour un usage similaire ? Pour un usage aussi similaire. Intense, je veux dire ? Alors, ce ne sont pas des gens qui ont un usage intensif, c'est-à-dire c'est des gens qui prenaient pour le week-end des voitures qui restaient dormir dans le garage, sinon, comme 80% des parcs, en particulier en zone urbaine. Après, pour des gens qui utilisent tout le temps leur voiture, là, notre cas applicatif, c'est plutôt les véhicules de courtoisie, les véhicules d'assistance, etc. Mais si on parle des gens, les 18% dont je parlais, qui se diraient je préfère éventuellement utiliser un véhicule plutôt que de le louer, qui ne passent plus par les plateformes de mise en relation, parce que quand ils le font trop fréquemment, statistiquement, ils ont toujours une mauvaise expérience. En fait. Ça, c'est vrai. Et la mauvaise expérience est rédhibitoire, en général, sur le véhicule qui est de mauvaise qualité, ou alors qui est carrément dangereux. Sur des plateformes de mise en relation avec les particuliers, vous avez, ça tangente vers 100% de chance d'avoir une mauvaise expérience de cette nature. Plus vous l'utilisez, et plus forcément plus vous allez la rencontrer. Donc, moi, c'est un peu comme toi. Enfin, je dirais que j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec ça. C'est-à-dire que moi, ma mère est super écolo, savoyarde. Elle faisait le compost, reprisait les chaussettes. Enfin bon, bref, j'ai été éduquée quand même dans une espèce de respect. De respect. Conscience des ressources. Et d'admiration de la nature. Donc, je connaissais tous les chants d'oiseaux quand j'étais petite. Wow. Et donc, c'était présent à la maison, mais pas forcément militant. Enfin, pas prise de conscience, justement l'urgence climatique, etc. C'était plus dans l'éducation aux merveilles de la nature et que du coup il faut préserver et respecter. Donc ça, je l'ai toujours eu.
Bon, après, il faut dire que j'ai choisi un métier qui est complètement à l'opposé des valeurs inculquées, mais bon, ça, on n'en parlera pas ce soir, mais c'est une forme de rébellion personnelle, on va dire. Et on va dire que c'est plus le côté créatif qui m'a attirée quand même dans ce métier, évidemment. Mais c'est vrai que dès les premiers instants où je suis arrivée dans ce milieu-là, je me suis dit quand même, il y a des choses que je vais mettre un peu sous le tapis. Et donc des choses de l'ordre de l'éthique, le marketing au secours. On fait acheter des choses à des gens qui n'en ont pas besoin. Enfin voilà. Donc moi j'avais hautement conscience d'une forme de contradiction ontologique entre mes valeurs personnelles, mon éducation et le métier que j'avais choisi. Mais à chaque fois quelque part je me faisais une auto-justification de non mais en fait c'est génial quand même ce métier parce que on crée des imaginaires intéressants. Et puis il y avait toute la partie artistique qui m'a toujours portée en fait. Et puis quand même la partie éthique, etc. a grossi, jusqu'au fait, je dirais moi, j'ai carrément dirigé une agence, TBW à Paris. Et je m'étais toujours dit, quand j'arriverai là-haut, je ferai à ma façon. Et c'est chouette parce que je pourrais vraiment insuffler une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de manager. Bon, il s'avère quand même l'expérience prouve que, de toute façon, on a toujours un boss au-dessus de soi. Donc voilà, qui n'a pas forcément la même vision, qui a des actionnaires. En plus, c'était une boîte américaine, donc de toute façon, ma marge de manœuvre était assez congrue. Et je dirais même, c'est pire qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on a son équipe et puis on peut faire des choses un petit peu, pas forcément sous le radar. Là, quand on est patronne de boîte, on ne peut pas dire, non, je ne vais pas travailler pour ce client parce que de toute façon, il pollue. De toute façon, là, ils vendent des jeux en ligne et ils surfent sur la misère des gens. Ça ne me va pas. Non. Et puis à un moment donné, on s'est dit, si on refaisait le monde en créant notre boîte, quoi. Mais en fait, au départ, on ne s'est pas dit, on va créer notre boîte. C'était plus, on a envie de faire notre métier différemment. Franchement, en agence, c'est atroce. Enfin, je fais toujours dans la dentelle. Et là, comment on peut faire différemment en fait, en créant quelque chose auquel on croit. Et c'est comme ça qu'est né Nouvelle Ère Studio. Mais il y a eu également beaucoup plus de prise de parole sur les réseaux sociaux. Tu parlais de Jean Covici, qu'on a commencé à... Toi, c'était très tôt par rapport à... Oui. Mais moi, j'ai commencé à beaucoup plus m'informer déjà et lire des livres ou m'intéresser réellement aux problèmes climatiques, aux enjeux, à la crise de la biodiversité dont on n'a pas parlé pendant très longtemps et qui va de pair depuis de nombreuses années. À des auteurs comme Francis Allais, Protection des forêts, d'autres philosophes, chercheurs, etc. Et au fur et à mesure, on a retrouvé ces personnes-là qui étaient plutôt pas vraiment écoutées ni lues sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Et ça a quand même pas mal propulsé en fait la prise de conscience de beaucoup d'entrepreneurs. Il y a eu un avant et un après Covid pour ça. Complètement, je pense. Une émulation. Oui. Je suis complètement. Alors on a peut-être plus de temps pour écrire et lire, je ne sais pas, mais beaucoup de témoignages. J'ai eu le temps d'écouter des conférences, de lire des livres pendant le confinement. c'est ça. Exactement. Ça. Et de s'informer, en fait. On avait le temps enfin de faire autre chose que bosser comme un âne. Et je pense qu'on avait... prendre conscience aussi de son inutilité pendant que les travailleurs essentiels font le taf. Et ça. toi, tu restes chez toi et la terre continue très bien de tourner. Il y a à manger. Oui, tout à fait. À quoi je sers? Non, après, je me dis qu'on avait... Enfin, tout le monde a ressenti ce que vous avez ressenti, un petit truc... ça tourne plus rond. On essaie de continuer, mais on n'y arrive pas. Il y a un truc... Et ce Covid a permis, s'il peut y avoir des choses positives par rapport à ça, c'est qu'il a permis de se reposer des questions, de regarder, de s'ouvrir au monde, paradoxalement, de chez soi. Et je pense, commencer ce cheminement. Et c'est
Parce qu'en 3 ans, il s'est passé énormément de choses. C'est fou. Dans l'évolution des consciences collectives, Des événements. de la consommation, des événements. Oui, alors, Ouais, c'est- en plus, aussi des catastrophes. Et après, il y a eu tout ça aussi, les événements qui font qu'on ne peut plus. ne Bah, plus ça devient utiliser. très visible. Le et terme puis de on- pénurie n'existait pas dans le langage français Bien il On y a 2 ans. l'interdisait, ouais. ça. Ouais. Quand des régions comme la Normandie et la Bretagne sont en état de sécheresse, ou alors qu'il y a des incendies de forêt, mais Ouais, bon, c'est bref. ça. Je suis arrivé sur LinkedIn en 2019 et avant ça, je suis là, non, mais c'est quoi ce truc de Oui, mais moi pareil. technosolutionniste, de truc hyper lisse, c'est pas intéressant. Et je vois cet ingénieur de l'X, un peu teigneux, mais rigolo, qui a 100 000, 200 000 abonnés à l'époque, maintenant Ouais. 4 fois plus, Ouais. qui libère la parole sur la décroissance, sur l'effondrement, et t'as plein de mecs en costard-cravate, et de filles, qui lèvent des pouces. Ouais, super monsieur, c'est génial, on va tous se tuer, on va tous mourir. C'est bizarre ça. C'est quoi ce monde que je connaissais pas. Ouais. Mais j'ai vu qu'effectivement, il y avait dans le monde de l'entreprise des gens avec des convictions. La parole se libérer, c'est un grand mot, mais qu'effectivement, les gens en parlaient des questions, des limites à la croissance. Quoi. Oui, et ça qui avait étaient plein des d'idées. gros, qui étaient des gros mots jusqu'il y a peu, quoi. effectivement. Oui, et puis, ouais. Et puis j'ai vu que c'était intéressant aussi, comme chaque secteur d'activité s'appropriait la notion. Donc j'ai pu rencontrer des agronomes qui avaient un discours sur les limites à la croissance, des militaires, des gens des assurances, des gens du monde de l'énergie. Donc j'ai vu quand même un monde assez riche qui réfléchissait à ce sujet-là. Et je me suis dit comment j'ai pu rater tout ça alors que ça m'intéresse depuis longtemps. Donc ça, il y a une certaine accélération à partir de 2019 là-dessus. Après oui, j'avais toujours un rapport très passionnel avec le nucléaire. Pareil. Une fierté française, et puis quand je prends le train, ouf, ça va pas trop d'éco-anxiété, ça tourne à une électricité bas carbone, tout va bien. J'ai un concert, du rock, du rap et tout va bien, la sono, avec une électricité nucléaire, pas d'éco-anxiété, c'est bas carbone, tout va bien. Bon, mais vraiment au quotidien, merci le nucléaire. Bon. Et puis, en baignant aussi dans le discours, vous inquiétez pas, en France, l'électricité c'est pas un problème, on a le nucléaire, on sait faire, tout va bien, on a une électricité abondante, bas carbone, tout va bien se passer. Et puis il se passe pas tout à fait ça depuis quelques années. On galère à construire des nouveaux réacteurs. Il y a la moitié du parc down, donc à entretenir Ouais. l'année dernière, sauf que ça va être un long programme d'entretien. Et donc je me dis, mais le taux de renouvellement de ce truc est à peine de 10%, quoi. C'est-à-dire on va fermer des dizaines de réacteurs dans les prochaines décennies et on galère, enfin si on en construit une poignée, c'est déjà pas mal. Et le fait que l'électricité ne soit pas un problème, il nous reste l'éolien, le solaire, qui présentent des limites. Enfin, l'année dernière, l'éolien a fait une assez mauvaise année en prise de commande à cause de la crise énergétique qui a entraîné une crise des matériaux. C'est pas si sûr, j'ai plus d'espoir dans le solaire, mais en tout cas sur... Au charbon. Enfin avec ces... Oui, en tout cas avec toute cette masse d'infos et les événements qui s'accélèrent, des déclics, j'ai l'impression d'en avoir un par semaine et je suis souvent changé d'avis. Et puis pareil sur l'eau, quoi. Je baignais dans l'idée, mais mais en France, on aura des problèmes. Mais alors l'eau, par contre, c'est un non-sujet, peut-être dans le sud. La Méditerranée, le pourtour méditerranéen. Oui, c'est ça, à la limite, peut-être dans le un peu Méditerranée. dans le sud l'été. Mais oui, et puis on voit ce qui se passe là, qui est quand même complètement surréaliste. Ouais. Et puis c'est bien d'avoir l'accès justement à ces réseaux où il y a des experts qui s'expriment, enfin depuis 2-3 ans, oui, surtout des gens qui m'ont fait découvrir à la fois les sujets eau et agronomie. Alors pareil, pendant 20 ans je m'intéressais à ces sujets-là, mais sans m'intéresser à l'agriculture, voilà. Ça paraissait un peu lointain. Et quand un agronome vient m'expliquer, non mais il y a toute une vie dans le sol, les vers de terre, les champignons, les bactéries, tout ça concourt à la fertilité, c'est hyper complexe comme système biologique, etc. Ça me rappelait la scène de Avatar, là où le type regarde la dame en disant mais qu'est-ce que vous avez fumé et en l'occurrence c'est moi qui avais fumé, qui était passé à côté de quelque chose d'absolument fondamental. Et donc ça aussi c'était un déclic important, juste la biologie des sols, quoi. Enfin, et depuis... la part majeure de la solution écologique que recouvre l'agroécologie, à la fois pour l'eau, pour le climat, pour se passer un peu davantage de pétrole et de pesticides dans l'agriculture, enfin le monde de l'agroécologie. On a l'impression que on divise le monde en deux, ceux qui sont les gentils écolos et puis les méchants. Mais non, en fait, de toute façon, l'écologie ne marchera que si elle est aussi au service d'intérêts économiques, de toute façon. Un truc pour lequel je militerais, qui déverrouillerait pas toute la situation, mais qui serait une solution systémique, mettre fin à l'élevage intensif et tout ce qu'on importe. Enfin, non, plutôt, pour être plus incitatif, faire de l'élevage en plein air la norme. Voilà, Oui, c'est vrai. la norme. Et tout ce qui est importé pour pas qu'il y ait de concurrence déloyale,
seraient aussi soumis à la même norme, évidemment. Donc dans les sondages, apparemment 85% des Français sont opposés à l'élevage intensif. Ok, très bien. Bon, apparemment l'opinion est pour. Côté, Et on donnerait 5-10 ans aux industriels, aux éleveurs pour s'adapter. Ça soulagerait de manière assez significative la tension sur l'eau, puisque ça réduirait beaucoup les besoins de maïs qui sont donc irrigués. Et en été, c'est surtout ça qui pèse sur les ressources en eau. En termes éthiques, c'est pas mal non plus, parce que pour l'écrasante majorité des porcs et des poulets, on ne voudrait pas vivre 2 minutes, nous, autour de cette table, dans ces conditions-là. Et après, en aval, c'est aussi beaucoup de pollution, notamment dans les eaux côtières. Des excès d'effluents créent des zones mortes. Bon, bref, il n'y a plus de vie proche des côtes dans l'eau. Donc quand même, ça réglerait pas mal de problèmes. Évidemment, il y a le poids des lobbies. Mais après, je me demande aussi, bon, les 85% qui disent « Mais oui, bien sûr, non, c'est méchant ce qu'on fait aux animaux et tout ça, c'est polluant, etc. » Est-ce qu'ils se rendent compte que concrètement, ça voudrait dire des œufs beaucoup plus chers, du poulet beaucoup plus cher, de la charcuterie beaucoup plus chère. Donc les 30 kilos par an par Français de charcute, va falloir que ça passe à 4-5. Les œufs, si le prix augmente, c'est pas juste des œufs plus chers, c'est aussi après tous les gâteaux, tout devient plus cher, parce que le volume se contracterait. Donc, bref, tout devrait être beaucoup plus cher, tout ce qui est à base d'œufs. Et puis les gens ne seraient pas contents, ils verraient leur pouvoir d'achat fondre, ils voteraient pour les populistes, etc. Enfin, donc, et ça, c'est un sujet sur lequel il y a relativement peu de verrous, parce que technologiquement, il n'y en a pas. En termes de concurrence internationale, il n'y en a pas. En termes d'opinion, apparemment les gens sont pour. Et pourtant, entre les lobbies et je pense quand même... Et les subventions, parce que, alors je me souviens plus du chiffre que j'ai lu récemment. En fait, quand on voit les subventions pour l'agriculture intensive, c'est, je ne veux pas dire de conneries en termes d'ordre de grandeur, mais c'est 10 fois plus que justement l'agriculture modérée. L'essentiel des subventions est distribué selon la taille de la ferme et qu'on a plutôt une tendance à l'accroissement de la taille des fermes, notamment en conventionnel et dans une version, on va dire, peut-être industrielle du modèle agricole, alors qu'un modèle agroécologique revient plutôt à des parcelles plus petites avec des haies, machin et tout, donc forcément des rendements qui ne sont pas les mêmes. En fait, je trouve qu'il y a de plus en plus d'injonctions contradictoires, parce que, par exemple, on va dire, ah oui, le gouvernement a décidé de mettre le coup d'accélérateur sur le projets environnementaux, etc. Et après, quand on regarde les chiffres froidement, on voit qu'il reste effectivement beaucoup de subventions sur l'agriculture intensive, sur les industries polluantes, qu'il y a des nouveaux projets, ça c'est plus au niveau mondial, mais on voit des nouveaux projets de Total en Afrique, etc. Tout d'un coup, on se dit... Si encore c'était des projets hérités du passé et que justement il faut effectivement faire la mue et se dire on ne peut pas du jour au lendemain fermer le verrou parce que du coup ça mettrait énormément d'emplois sur la paille, etc. Je comprends ça. Mais par contre les nouveaux projets, accepter que ces nouveaux projets qui sont complètement écocides voient le jour, ça aussi je m'interroge, je me dis, mais... En l'occurrence, sur le projet de Total, là, il me semble avoir lu que pour... c'est en Ouganda, c'est ça. Ça générerait, en termes de richesse pour le pays, des ordres de grandeur de milliards de dollars comme jamais ils en ont connu, étant donné leur niveau de développement, etc. Et donc, du coup, pour ce gouvernement, c'est aussi de se dire... Est-ce que je dis non à ça alors que ça peut être une voie de développement pour ma population et d'augmentation du niveau de vie. Mais après 50 ans d'exploitation des hydrocarbures en Afrique, le bilan en termes de développement n'est pas... Ah oui. Oui, parce que là, je veux bien voir les chiffres des milliards de dollars vers qui ils vont. Vers qui ils vont. Oui, dans quel compte, de quel pays. Exactement, allons voir, parce que de toute façon, là, il disait justement que ce projet allait déplacer des millions de populations autochtones. Bon, je ne parle pas de la biodiversité animale, et voilà, ça évidemment. Mais donc après, voyons effectivement en termes de développement. Et puis, quel développement? C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que vers quel type de développement on veut aller? Est-ce qu'on a vraiment besoin tous d'avoir 3 bagnoles? Parce que si c'est ça le développement qui est en target, effectivement, c'est pas le sujet, quoi. Comment on parlait de conversion et d'agriculture? Alors, dans toutes les utopies d'un monde durable que j'ai pu voir, imaginer, lire,
demain, il y a plus d'agriculteurs, beaucoup plus, c'est-à-dire il faudrait qu'il y en ait des millions en France. Ouais. Alors, je suis admiratif de ceux qui font cette conversion-là, parce que moi, j'ai choisi une bifurcation quand même plutôt fastoche, où je suis devant mon ordi ou dans des salles de réunion à donner mon avis sur les sujets qui m'intéressent. Alors, j'ai diminué mon revenu, mais ça reste quand même beaucoup plus confortable et mieux payé qu'un travail d'agriculteur. Et la réalité, c'est pas du tout qu'on va vers plus d'agriculteurs. C'est sans vouloir être négatif, mais en réalisme, la tendance est à la baisse du nombre d'exploitants. Dans les 10 prochaines années, on a la moitié qui prennent leur retraite et on a à peine la moitié ou un tiers qui seront remplacés parce que c'est vraiment des installations et des métiers extrêmement durs que peu de gens veulent faire. Donc la réalité, malheureusement, alors effectivement, des petites exploitations pas du tout valorisées. Mal valorisées, et puis en plus le poids de l'endettement. Bref. Et puis la concurrence, justement, de l'agriculture intensive. C'est très très dur. Voilà. C'est très très dur. Donc ça, c'est un verrou pas négligeable quand même, au-delà des lobbies, etc. Le métier en soi, il a toujours été dur en fait. Toujours. Vous faites de la digitalisation, de la végétalisation intensive chez Akagreen, comment ça se passe du coup? Ça dépend ce qu'on entend par... Transition. La question par rapport à comment c'est sourcé du coup les... Non, alors c'est une très bonne question. C'est effectivement comme la végétalisation a le vent en poupe depuis le Covid, parce que c'est devenu l'argument de bien-être. On a une très très grosse augmentation des plantes, mais vraiment énorme, auprès des producteurs qui sont principalement aux Pays-Bas, qui trustent le marché mondial de la production de plantes. De manière plus ou moins heureuse. Donc, puis avec l'augmentation des matières premières, etc., ils sont de l'augmentation du prix de l'énergie, beaucoup d'eau pour produire les plantes. Bon, bref, en fait, produire une plante, c'est énergivore. Donc, ça a un impact. Et plus elles sont grandes, plus ça a un impact important. Et donc, nous, on est plus dans la végétalisation qu'on appelle de proximité. C'est-à-dire des petites plantes, moyennes plantes, au plus proche du collaborateur. Et on est loin du modèle de l'arbre XXL dans le lobby, qui est plus intimidant que sympa à voir, d'ailleurs, qui fait beaucoup de peine, puisqu'on voit très bien qu'il n'est pas dans son élément et que de toute façon, il est changé régulièrement. Donc c'est la réponse que nous, on essaie d'apporter à cette hyper-végétalisation qu'on a depuis une dizaine d'années dans les boîtes. Ah oui, j'avais pas pensé qu'il y avait quand même un effet pervers de la végétalisation extrême. Oui. Et puis c'est très opaque, très très opaque. Et en plus, en horticulture, on a perdu, je crois, 90% des producteurs de plantes d'intérieur ces dernières années. Donc, entre les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne, c'est très compliqué. Il n'y a plus du tout de gens qui sont capables de faire en France Sur des volumes comme les nôtres, très 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 peu. Et ceux qui peuvent, ils sont déjà en partenariat avec des gros qui arrivent du coup à vendre une production française, mais en fait avec pas mal de plantes qui viennent des Pays-Bas. J'ai des jonquilles chez moi, ça vous intéresse ou pas? Parce que du coup je peux vous sourcer des... Toi t'es vraiment dans la fleur. Non pas du tout. Ah oui, ok, c'est pas la plante, oui, c'est la plante. Oui, où est la plante, c'est un peu plus compliqué. Alors il y a moins de soucis, même si il y a moins de soucis même si le secteur est sinistré du côté des fleurs, mais la plante d'intérieur est réellement plus du tout produite en volume. En France, plus du tout. Quasi en volume et en taille. Moi je parle de gabarits qui peuvent faire parfois 3 mètres. C'est des spécimens énormes. Donc ça n'existe plus du tout, et tant mieux. Mais je pense, nous, notre projet, c'est de produire nous-mêmes, donc en partenariat avec des horticulteurs, des plantes qui poussent relativement rapidement sur des tailles très petites, 50 cm, et qui sont donc à proximité du collaborateur qui va pouvoir s'en emparer, avoir cette relation dont je parlais tout à l'heure, lui donner un petit nom, s'en occuper, et avec un accompagnement à Akagreen, on a mis en place la Green Academy, réexpliquer le végétal, le pourquoi et comment on s'occupe d'une plante, et à terme pouvoir s'occuper de ces plantes chez soi et d'avoir un peu cet éveil de conscience et recomprendre le végétal par une plante. C'est parce qu'en milieu urbain, reconnecter à la nature. La reconnexion, elle est très simple via une plante avec laquelle on peut avoir un attachement, surtout au bureau ou en télétravail, tout simplement. Donc sur le format très moyen. C'est l'idée, mais c'est pas ce que poussent les gros du secteur qui sont toujours dans le plus grand, les énormes murs végétaux, des plantes presque rares maintenant,
qui sont importés du Costa Rica, puis acclimatés, et qui sont après introduits dans les lobbies ou dans des très grandes boîtes. Bon, ça, c'est pas du tout ce que nous on vend. D'accord. Il y a plusieurs niveaux dans la plante, c'est-à-dire ceux qui débutent, bon, c'est pas grave si on l'arrose pas une semaine, après ceux qui ont... dans les plantes que tu apportes dans les... Oui, alors on est globalement avec des plantes hyper faciles d'entretien, celles qui n'ont pas besoin d'un entretien très poussé, parce que sinon on s'est rendu compte que ça pouvait être en fait très culpabilisant de faire mourir une plante, c'est normal, donc ça peut être assez traumatisant et c'est le contraire de ce que nous on essaie d'apporter. Donc on est vraiment sur des plantes qu'on voit partout et qui existent depuis très longtemps à l'intérieur, et celles qui ont la capacité de se développer plusieurs années en intérieur, puisque les plantes proviennent toutes de l'extérieur, donc on les a acclimatées, habituées, mais elles ont une durée de vie en fait en intérieur. Oui, c'est... ça tient dans nos intérieurs puisque ça reproduit approximativement le climat, donc, sauf l'humidité, mais la température des pays d'où elles viennent, donc Amérique du Sud, Asie, Afrique. Mais pour le reste, elles sont destinées à péricliter. Elles ne peuvent pas tenir très très longtemps. Donc il ne peut pas y avoir quelqu'un qui se la pète dans le bureau en disant non, j'ai la plante super difficile à faire tenir. Un peu le champion, tu Après, tu peux garder une plante 20 ans, 30 ans. Hein. Ma grand-mère a gardé des plantes très très longtemps. Mais honnêtement, aujourd'hui, vu la façon dont on les produit, qui est extrêmement rapide, elles sont surboostées aux engrais. Après, tout dépend du producteur. Hein. Je ne vais pas généraliser, mais il y a des producteurs qui sont beaucoup plus éco-responsables, inscrits dans la durabilité et qui vont avoir aussi une production un peu plus saine, je dirais, avec l'usage du solaire, de récupération de l'eau de pluie, mais quand même la plante, elle va pousser beaucoup plus vite que sa croissance normale. Sans compter qu'après, forcément, si on ne continue pas à la booster, elle est comme sevrée si on arrête. Donc elle est destinée à péricliter encore plus vite. Donc ça, c'est plus les plantes que vous trouvez dans la grande distribution, pour ne pas citer Ikea ou autres, qui vont, donc je sais pas, vous avez dû avoir cette expérience malheureuse d'avoir une plante qui est super pendant 2 mois, puis au bout de 6 mois, elle est morte, vous pensez que c'est de votre faute, mais en fait, elle a un manque de... C'était ça. Et donc, vous allez racheter une plante chez Ikea en vous disant machin, et ça dure, ça fait déjà des années. Et les boîtes font exactement la même chose. C'est malin, ça. Font ça tous les 6 mois, renouvellent le parc. Et est-ce que tu fais aussi les potagers urbains On a commencé l'agriculture urbaine il n'y a pas très longtemps. Moi, j'avoue que c'est pas mon dada. J'ai un petit potager chez moi, mais je suis vraiment plus dans l'ornemental. Moi, j'adore les plantes, les fleurs. Mais du coup, maintenant, on a une équipe qui s'occupe de ça, oui. Donc, parce que je me dis, pour une entreprise, dans le sens le lien à la terre, tu vois, faire pousser des carottes, ou des fleurs. Des tomates, c'est souvent oui. Et puis surtout, c'est très complémentaire. Oui. D'avoir des plantes mellifères qui vont aussi apporter au potager ou protéger le potager. C'est ce qui se faisait avant. C'est-à-dire, donc là, c'est très sympa d'avoir les deux. Et c'est vrai que les gens sont très attachés au potager et avoir poussé une tomate ou une courgette ou oui, c'est ça, c'est satisfaisant quand même. Voilà. Oui. Parce que ça va vite, là pour le coup. Ça va vite, c'est l'histoire d'une saison. Et puis en plus, on recommence. Donc c'est ça. Un petit plant de maïs chez soi. Beaucoup d'eau, on t'a dit beaucoup d'eau. Oui, le maïs demande beaucoup d'eau. Et de place. Et de place en plus. Et puis, c'est pas si joli. Quand vous étiez gosse, moi, ma grand-mère, elle me faisait des poupées avec les épis de maïs pas mûrs. Parce qu'il y a des espèces de petits cheveux au oui, c'est vrai, ça fait poupée. Au bout je vois très bien. Je vois très bien. En fait, j'ai été frustrée avant. Moi, j'ai toujours beaucoup lu. Et dans mon métier de publicitaire, qui était extrêmement stressant et très prenant, j'avais plus le temps de lire. Et quand j'avais le temps de lire, de toute façon, j'étais tellement crevée que j'étais incapable de me concentrer 2 minutes sur un bouquin. Aujourd'hui, je lis des thèses. Justement, je me forme sur ces sujets d'écologie. Et ça me demande beaucoup moins d'efforts que ce que ça m'aurait... Bon, déjà, j'adore. Donc, j'ai pas l'impression de faire un effort. Mais
voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est aussi une autre façon de voir la vie, c'est une autre façon c'est d'autres valeurs. Donc, et donc du coup, nous, les communicants, je pense qu'on a quand même un rôle à montrer que finalement, l'écologie, oui, c'est pas se serrer la ceinture, faire des sacrifices et que des efforts, mais c'est aussi adopter une nouvelle façon de vivre. Moi, j'ai jamais eu de voiture, mais j'adore sillonner Paris en vélo. Et justement, ça me donne une énorme liberté. Et je vois bien que en fait, je suis beaucoup plus rapide en vélo qu'avec aucun autre moyen de transport. C'est clair, ça. Non, pareil, c'est fou. Juste et donc voilà, oui, non, ne pas avoir de voiture ne me prive pas. Moi, je reconnais, dans mon métier, il y a une certaine période où j'étais beaucoup à l'international, je prenais l'avion comme un taxi. Et je reconnais, et je ne suis pas fière, mais à une époque, je prenais 2 à 3 fois l'avion par semaine. Donc, c'était moche. Comment tu as osé faire ça? Et autant vous dire que le voyage n'était pas un plaisir. Jusqu'à quel niveau peut-être de radicalité il va falloir aller pour, je sais pas, tirer la fenêtre d'Overton là et aller vers une vraie action collective qui soit à la bonne échelle? Ce qu'on est en train de dire, si j'ai bien compris, c'est qu'on est tous plus ou moins sensibilisés. En France en tout cas, mais qu'on ne fait pas grand-chose. On ne fait pas grand-chose, Mais on a du mal à passer à l'action. Voilà. Donc on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, je pense que c'est parce donc que il y a peut-être le pouvoir d'achat. D'une part, c'est dur. Enfin, il faut quand même reconnaître que c'est des sujets qui sont difficiles, donc il faut prendre plein de paramètres en compte, réussir à aligner des intérêts de plein de gens différents qui sont probablement pas d'accord. Et puis ensuite, je pense qu'un petit peu en lien avec ce que tu disais autour des imaginaires, on a un logiciel quand même où on a du mal à dépasser le cadre qu'on a aujourd'hui et pour essayer d'imaginer un autre truc qui n'existe pas mais où tout sera plus difficile et où il y aura moins de ressources, moins d'énergie, moins de ceci, moins de cela. Et donc du coup, je sais pas, j'imagine que collectivement aussi, il y a un côté... c'est trop dur. On ne sait pas par où commencer. Quand on creuse un peu le sujet, on se rend compte aussi que les mobilités alternatives type vélo et micromobilité et tout ça, c'est adapté effectivement à un usage urbain, t'allais beaucoup moins à un usage périurbain ou rural. Et donc là, en fait, on touche à des politiques d'aménagement du territoire qui remettent en cause, je sais pas, 40 ans on va faire d'étalement urbain et de chacun va faire son pavillon. De la planification à l'agent co. Enfin, oui, bien sûr. Bouquin, le PEF, c'est comment on relocalise plein de choses. C'est comme Shift Project plutôt que de Jean Covici. Oui. Du Shift. Précision, je suis Shifter. Oui, t'as raison. C'est le collectif d'ailleurs. Tout à fait. Mais effectivement, si tout d'un coup l'hypermarché, il n'y a plus d'hyper et qu'il y a plus de commerçants locaux, bien sûr, que tout est relocalisé, plus de médecins sur place, voilà. Et donc qu'on recrée justement des poumons d'économie vertueuse en local, moins besoin d'aller faire des kilomètres, aller faire ses courses, travailler, etc. Donc, mais effectivement, c'est repenser, encore une fois, c'est reprogrammer, et ça ne peut pas se faire individuellement. Enfin, je ne fais pas du tout la promotion du Shift Project, mais quand on lit, on a l'impression que justement, c'est un peu clé en main. Et c'est quand même réfléchi d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, et sur l'aménagement du territoire. Donc, ça, voilà. En tout cas, ça aurait pu créer des débats au niveau de nos instances dirigeantes. La difficulté qu'il y a, et dans ce que vous venez tous de mentionner, c'est pour l'individu par où commencer. Ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est la politique qui doit encourager les points névralgiques qui doivent tomber et faire avalanche vers l'individu. Ça ne peut pas être dans le sens, le côté consommer mieux, qui est culpabilisant, qui est... En plus, ça veut dire quoi consommer mieux? Parce que vous achetez un truc et la semaine d'après, vous avez une étude qui sort en disant « Mais attends, si t'as acheté ça, t'es le pire des... » On a sensibilisé sur la cigarette pendant des décennies, ça marchait pas, et c'est une fois qu'on a mis des taxes très fortes. C'est ça, où est-ce qu'on appuie enfin, le tabagisme baisse, donc clairement, on ne peut pas laisser les individus... Sur quel point on appuie pour que ça fasse effet boule de neige. Et
aujourd'hui, la réglementation, c'est sûr que c'est un accélérateur. et dans les territoires, bon alors, je reste sur mon sujet parce que bon, c'est celui que je connais, mais, mais dans les territoires, typiquement, il y a un axe politique très important, notamment des communautés de communes, qui est l'accès au numérique. C'est dans leur délégation de pouvoir, en fait, l'accès au numérique. Maintenant, tout est fibré quasiment. Ouais. Donc, en fait, ils cherchent quelque chose à ajouter, dedans, dire, OK, bah, maintenant, l'accès au numérique, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, ma délégation? Maintenant que j'ai donné accès, ça veut dire quoi? Et la digitalisation des commerces de proximité est un axe, notamment sur la mobilité, parce que aujourd'hui, tous les opérateurs de mobilité douce qui remplaceraient pour certains trajets des modes plus polluants ne peuvent pas s'installer de manière viable dans des tout petits villages ou des toutes petites communautés de communes de quelques centaines ou quelques milliers d'habitants, parce que c'est juste pas viable, c'est pas possible. Et en plus, ça n'entraînerait que de la pollution supplémentaire, d'apporter les matériaux supplémentaires. Alors que vous avez un problème local, justement, de petits commerces qui ferment parce que de moins en moins de personnes, parce que de moins en moins de choses à faire. C'est la boulangerie et de concentration, d'ailleurs, accessoirement liée à ça, parce que la boulangerie, elle fait aussi bar tabac, elle fait aussi le point dépôt Coléroli, elle fait aussi Poste. Et en fait, l'idée qu'il y a derrière et qu'on a poussé avec plusieurs communautés de communes, là on lance les pilotes normalement cette année, c'est de dire, à ces endroits-là, on va aussi mettre des produits de consommation, soit des populations locales, mais aussi des populations qui viennent accroître la population locale pendant l'été, etc. Donc vous avez certaines communes qui multiplient par 100 leur population. Donc, impossible d'avoir une politique de mobilité publique avec des bus sur toute l'année, qui servirait toute l'année. Alors que vous avez des commerçants locaux qui peuvent en bénéficier en disant moi je vais fournir le service de mobilité qui n'était pas du tout envisagé avant, mais typiquement autrefois, les bars tabac, on n'envisageait pas de pouvoir ouvrir un compte bancaire dans un bar tabac, typiquement. Mais voilà, concrètement, c'est ça l'apport du digital au niveau local, c'est ça. Dire, maintenant, tu vas aussi pouvoir être opérateur de mobilité, ou tu vas être aussi opérateur de système pour le jardinage, pour le bricolage, pour tout cela, plutôt que tout le monde dans la commune ait une tronçonneuse, si je prends un exemple de ville, mais dans les communes rurales, il y a quand même besoin d'élaguer, il y a quand même besoin de faire deux, trois sujets de jardinage et tout le monde n'a pas besoin de l'avoir, le produit. Donc voilà, c'est mutualiser un produit pour plusieurs usages, à un point névralgique, en encourageant le commerce local. Et ça, en fait, ça permet d'avoir un impact concret local, à la fois en termes économiques, mais aussi sur la partie production. Alors je sais que moi c'est ça que je maîtrise le plus, mais c'est proposer après à l'individu de consommer comme il le souhaite. On n'empêchera pas quelqu'un d'acheter son produit, c'est 80% des gens qui vont toujours le faire, au moins sur les 10 prochaines années, je vois pas comment ça va changer. Il y a 80% des gens qui vont acheter, mais ils pourront acheter des produits d'occasion qui auront été utilisés par d'autres personnes. Ça leur donne un choix. Un nouveau choix. Tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, je trouve, c'est comment on réorganise l'économie en local. Parce que, en fait, c'est vrai, à vouloir tout attendre des pouvoirs publics, de nos dirigeants, etc., finalement, ça produit du rien, enfin, on ne passe pas à l'action, etc. Et de toute façon, pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup là-haut. Donc, se dire que réorganisons-nous en local, en faisant ce qu'on peut avec des coopératives ou justement la coopération au niveau des communes, je trouve que c'est un modèle, et d'ailleurs il en parlait aussi dans son bouquin, je trouve que c'est intéressant, et, puisque finalement on peut agir à cette échelle-là. C'est vrai qu'une échelle plus large, on semble un peu inhibé pour passer à l'action, alors que finalement au niveau d'un village, ou même d'un arrondissement de Paris, il y a des choses qui peuvent être faites via le collectif. Mais c'est vrai qu'en France, je pense qu'on a aussi cette culture d'avoir toujours beaucoup attendu par l'État-providence. Bon, voilà, c'est un système qui a été comme ça, qui a été très protecteur et, voilà, et qui a beaucoup d'avantages. Mais du coup, on délègue beaucoup l'action à l'État et on le fait moins. Moi, j'ai vécu 3 ans aux États-Unis en famille et on était, j'avais mis les enfants à l'école publique américaine.
Et bon, l'école publique, il y a zéro moyen, évidemment. Et donc, comment on faisait? On s'organisait entre parents, avec les profs, etc. On faisait des funfairs pour lever des fonds, entre guillemets. Et ça permettait de payer un assistant professeur, voilà, en plus. On s'organisait finalement. On avait peu de moyens, mais on se disait, voilà, on va se prendre en main. C'est ça quelque chose qui j'arrive pas à comprendre, c'est effectivement, il va falloir que ça vienne d'en haut aussi, pour qu'on puisse s'organiser au niveau national. Mais je comprends pas les gens qui trouvent toujours des excuses en disant, tant que ma boîte bouge pas, ou tant que l'État bouge pas, pourquoi est-ce que je bougerais? Et quoi qu'il arrive, mon impact, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on pourrait faire à l'échelle des entreprises, ce qui est vrai, mais et à la fois non, parce que le marché pouvoir de consommation, c'est un pouvoir. C'est ça, le marché finalement est fait de ce pouvoir de consommation. Donc si tu changes justement ta consommation, tu as forcément un impact derrière. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi justement on est dans cette inertie de se dire on attend que ça bouge pour. Les gros postes à impact chez les particuliers, ça reste quand même le transport, comme on l'a dit. Donc la nourriture. Ouais, la viande. Enfin, franchement, si on mange moins de viande, ça a un énorme impact. Oui, et c'est pas un effort non plus colossal de manger. Je dis pas qu'on doit tous être végétariens, mais d'arrêter d'en manger autant, c'est pas si compliqué quand même. Mais c'est quelque chose que très peu de gens font à la fin, alors qu'on en est tous conscients. Et en plus, maintenant, on a en plus des subtilités, viande rouge, viande blanche, poisson. Voilà, on sait qu'on peut manger plus de poulet ou de porc que de bœuf, tu vois, donc ça permet de manger un peu plus de viande. Et pourtant, moi, autour de moi, je vois pas tellement de gens qui bougent et qui. Je parle pas de pouvoir d'achat. C'est un truc. Cette inertie, moi, je ne la comprends pas. C'est un truc qui me. Je sais pas, et c'est très français. Et c'est très français d'attendre que ça change et après de suivre un mouvement. Et c'est aujourd'hui, je trouve qu'on n'a plus le temps d'attendre déjà. Et dans ma boîte, j'ai aussi cette inertie de la part des employés. On a mis plein de choses en place. Et même avec ça, des choses qui sont triviales mais qui permettent de au moins rentrer dans une dynamique, de se dire on va aussi changer à la maison, comment on recycle tout ce qu'on utilise, on a beaucoup de partenaires, etc. On a fait une fresque du climat, on a fait une fresque de la biodiversité, on parle beaucoup, on fait son bilan carbone, donc on s'informe, on sait exactement ce qu'on peut faire évoluer dans son comportement au quotidien pour au moins avoir un petit impact positif. Mais en fait, à la fin, quand on fait le bilan, personne ne bouge réellement. Et pourtant, ça reste accessible. Je veux dire, c'est pas. On arrête de prendre l'avion pour toujours. C'est pas ça les objectifs. On a des objectifs, c'est un peu les baby steps. On est vraiment. On va manger peut-être 4 fois de la viande cette semaine et puis après on fait de ça. Il manque la motivation. Moi, j'ai un copain. Oui, mais comment on peut ne pas être motivé? Je veux dire, aujourd'hui. J'ai un copain récemment qui me faisait part d'une idée intéressante qui disait en fait, si. Apparemment, il y a une appli qui est sortie en Chine sur la mesure individuelle de l'impact carbone. Bon, alors eux, c'est pour surveiller les citoyens. Ce qui est obligatoire. Oui, qui est devenu obligatoire. Bon. À la chinoise, quoi. Oui, à la chinoise. Mais pour faire quoi? Pour mesurer l'impact carbone de chacun. Et donc, du coup, tu as un bonus-malus. Mais c'est ce qui va finir par arriver. C'est ça, mais justement, avant que ça n'arrive, nous, on pourrait inventer justement l'appli qui... Comme les sportifs, moi j'ai plein de copains qui sont mis à faire énormément de sport à 40 balais, à se motiver, là, à faire des marathons, des semi-marathons, ça. Et alors qu'ils n'étaient pas sportifs avant. Et du coup, ils ont acheté la montre, tac, 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 ils se regardent les temps entre eux. Ah, t'as fait 2 minutes 30, ah, moi j'ai fait 2 minutes 25, 2h25, pardon. Et donc... En fait, c'est ça aussi, c'est que je me dis, si on n'arrive pas à raisonner, parce que je pense que le rationnel ne suffit pas, il faut motiver par... de la gamification. Voilà, par exemple. On en est là, et se dire, voilà, je vais réduire mon impact carbone. Regarde, là, j'ai pris un bain de moins par semaine. Ah oui, là, j'ai... Peut-être que... Enfin, en tout cas, je trouve que c'était une piste intéressante. Parce que l'individu est ainsi fait qu'il marche à la performance, à la compétition. Enfin. On n'a pas le temps d'attendre, mais le fait de sensibiliser, d'intégrer dans l'éducation des enfants, ça, je suis d'accord.
ça permettra de dès le faire- début, forcément, ça fait des humains et plus conscients, plus attentifs. Tu veux dire en tant que parent ou en tant qu'éducation nationale? Tout. Éducation nationale. Mais ça, par exemple, alors là, moi, parce que moi, on parle tout le temps de la génération climat, etc. Et moi, ça me rend dingue quand des amis de mon âge me disent « Ah bah, de toute façon, nous, l'air de dire, ouais, c'est les jeunes qui vont, bah non mon gars, là on n'a pas le temps parce que les jeunes, avant qu'ils arrivent à la tête des boîtes, etc., sûr. pour changer les choses, on sera Il y en a pour tous- 25 ans au Il minimum. n'y a pas, statistiquement pas de génération climat en plus. Hein. En plus, les et jeunes voilà, sont et c'est ce pas que je voulais plus dire, c'est qu'en conscients, fait, ils le sont tout autant, mais pas. Ouais, mes Pas enfants me particulièrement. disent, bah non, nous à l'école, je peux te dire, il y en a pas du tout dans ça. c'est clair. Et donc en fait, cette génération Pas plus que climat, voilà, qu'on va soi-disant, alors oui, il y a eu des manifs, Greta Thunberg, etc. Mais en fait, au final, il reste encore beaucoup à faire. Et donc, en plus, déjà, je trouve ça ultra culpabilisant de laisser tout sur la génération d'après nous, comme si nous, on ne pouvait pas agir. Si, nous, on est à la tête des boîtes aujourd'hui, où on crée nos boîtes, etc. C'est nous qui devons changer le monde. Et ça, j'en suis convaincue. Il faut y aller, quoi. Et nos enfants, justement, c'est comment on les éduque mieux. Et pour le coup, je trouve qu'effectivement, à l'éducation nationale, il devrait y avoir beaucoup plus, dans tous les cours, en fait. Il ne faudrait pas faire Bien un sûr. cours climat Bien sûr. en bio, par exemple. Non, se dire que tous les cours devraient être infusés de ces défis-là, en sciences sociales, en français, en anglais, enfin... Ça devrait être transversal. Et en fait, aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et puis, je ne suis même pas sûre qu'ils aient des cours là-dessus. Il n'y a plus beaucoup de biologie en école élémentaire. Moi, j'ai 2 enfants en école élémentaire. Et pourquoi on leur fait écrire des phrases qui disent rien, genre, les enfants jouent aux billes, ok, chouette, mais qu'est-ce qui empêche d'apprendre le français en écrivant la grenouille est un amphibien Non, fusionner la biologie et le français, fusionner peut-être le... Ben, c'est ça. Et puis, ils y trouveraient plus de sens, parce que souvent, ils se disent, oh là, mais à quoi ça me sert, là Et puis la manière, nous aussi, dont on nous a enseigné l'histoire, c'est en gros une suite de batailles, des guerres, et c'est important tout ça, les rois, les reines, ok. Mais la place de l'environnement dans l'histoire, enfin le rôle qu'a joué l'environnement dans l'histoire des hommes, depuis la déglaciation et même avant, enfin c'est intéressant aussi, ça permettrait de prendre conscience. Mais voilà, on a beaucoup séparé les disciplines, et qu'est-ce qui empêche d'apprendre des choses sur l'énergie en faisant des maths, enfin rien quoi. Exactement. Donc, des problèmes Au de maths contraire, qu'on donne. En physique, ça permet justement, de- relier tout ça. Mais effectivement, je pense que la biologie quand même beaucoup Ouais, ça, régressé. je Enfin, les Ouais. enfants, surtout en ville, ne savent pas reconnaître les essences d'arbres. Moi non plus. Ouais, oui, c'est clair. Bah oui, Connaissent c'est assez dommage. mal la biodiversité et les cycles de fonctionnement du vivant. Et moi, je l'apprends maintenant en tant qu'adulte en m'y intéressant. Même alors le cycle de l'eau qu'on nous apprend à l'école. Non, mais ça, c'est une blague. Il ne fonctionne plus du tout comme ça. On trace le cycle naturel de l'eau, comme Ouais, s'il n'y avait c'est pas ça. d'homme sur Terre. Oui, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Ouais. Enfin, l'Anthropocène, faire comprendre que comment l'homme, et donc c'est peut-être jargonnant, mais et dans les règles du jeu, on n'avait dit pas de jargon, mais l'idée selon laquelle l'homme a fait entrer la Terre dans une autre époque géologique par son impact. Voilà. Enseigner le cycle de l'eau avec le rôle qu'ont les activités humaines, urbanisme, urbanisation, agriculture, industrie, et en quoi ça perturbe les cycles de l'eau. Quelque chose d'absolument énorme qui est sorti l'an dernier, où on a estimé que la limite planétaire de l'eau verte a été franchie. Et moi, sur le coup, j'étais là, ouais, bon, ok, ils ont fait des graphiques, ok, ils ont encore estimé qu'un truc a été franchi, on s'approche de la catastrophe. Mais en fait, non, c'est une implication beaucoup plus profonde que ça. Ça veut dire qu'on a déréglé les cycles de pluie, d'infiltration dans le sol et de transpiration des végétaux quand même. Donc concrètement, le cycle par lequel l'eau Se régénère. oui, et que les plantes transpirent. Enfin, ça, on l'a déréglé. Le principe même de la vie sur Terre. C'est ça, c'est quand même un... Alors, Photosynthèse. pas partout sur Terre, mais globalement, les scientifiques ont estimé qu'on avait déréglé ce cycle-là quand même. Bon, on a abattu beaucoup trop d'arbres. La déforestation, c'est une des raisons Ah aussi, oui, bien sûr. oui. Parce que la forêt crée sa pluie. Et sa transpiration, et ça ça pluie sur des Exactement, milliers c'est de un très bon- kilomètres. c'est une cause majeure. C'est terrible. Parce que les articles de journaux qu'on a lus, c'était un peu théorique, un peu abstrait et tout. Et moi, il a fallu que je plonge dans la biologie du truc. Mais en fait, c'était absolument colossal, c'est gigantesque comme implication d'avoir déréglé ça, quoi. Enfin, Et j'ai appris qu'on faisait parfois pleuvoir des nuages artificiellement en mettant justement Ouais. des ingrédients chimiques. je Alors demande ça, à voir, mais peut-être. Oui, Ouais. bon, bah, ça fait des décennies qu'il y a des j'ai expérimentations comme ça. C'est un vieux rêve, faire pleuvoir. Et
je sais pas, j'arrive jamais à voir dans ces articles de journaux. Est-ce que ça a marché cette tentative finalement de faire pleuvoir J'en sais rien, mais en tout cas, ça existe cette tentative. Et ne serait-ce que ça, moi, je l'ignorais complètement l'existence. Je me dis, mais quand même, qu'est-ce qu'on va aller chercher, quoi? Faire pleuvoir des nuages, non, mais au secours. Mais je crois que c'est à Dubaï qu'ils investissent des sommes folles pour tester ce genre de techno qui vont probablement d'ailleurs dérégler d'autres cycles, d'autres fonctionnements naturels et dont on pourra plus se passer une fois qu'on aura mis le doigt dedans. C'est les vraiment guerres de nuages entre pays, ce pic des nuages entre... Ouais. Maintenant, c'est vrai, c'est des prospectives comme ça, militaires, non, c'est clair. Se piquer des nuages les uns les autres, donc de l'eau. Alors qu'avant, on voulait qu'ils s'arrêtent à la frontière. Oui. Oui. Sauf quand ils étaient radioactifs. Moi, je rejoins complètement Marina sur le fait que, et Cyrus aussi, hein, sur ce qui a été dit sur la jeunesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de différence pour moi entre les générations. C'est-à-dire que je ne sens pas un élan particulier autour de moi. Je ne suis peut-être pas dans l'environnement qui est le plus impliqué dans les questions écologiques, mais je ne sens absolument pas pas plus que dans la population globale d'élan vers là. Dans la finance, par contre, on sent beaucoup de choses. Ça a été complètement greenwashé au démarrage. Ça commence à percoler, là, pour le coup, et là, si on parle de politique, du fléchage de financement vers des solutions qui doivent, à minimum, prouver un tout petit peu qu'elles sont moins mauvaises que d'autres. Donc, ça crée quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a, en particulier en cette période où les financements deviennent de plus en plus compliqués, c'est plus possible d'afficher quelque chose, on va dire tiens j'ai une super nouvelle techno sur les centrales charbon, quoi. Enfin, ça en France en tout cas. Comment tu expliques, pardon de t'interrompre, hein, mais alors du coup comment tu expliques qu'un projet comme Total en Ouganda trouve des financements? Parce que c'est en Ouganda, c'est pas en France. Et non mais la réponse est assez simple, c'est que si Total le fait pas, un autre le fera. Après, il y a la partie philosophique de si c'est pas moi, ce sera un autre, qui peuvent toujours se débattre. C'est quand même des banques françaises, enfin tu vois, la BNP qui a été mise en cause, tu vois, qui a financé une partie du projet. Après, la BNP s'est fait condamner aussi à plusieurs centaines de millions d'euros pour avoir fait des prêts toxiques en France, à des particuliers. Enfin, c'est pas forcément le bon exemple de se dire, tiens, c'est pas forcément la première chose sur laquelle ils devraient travailler, quoi. Mais je dis la BNP, mais il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que c'est tellement devenu des silos de travail en interne dans les banques, avec des gens qui se disent, tiens, j'ai une super idée, qui sont tellement loin du terrain que l'idée, après, quand elle percole en disant, ils ont des objectifs qui sont pas les mêmes. Donc c'est tellement déshumanisé, vous en avez en tout cas mentionné sur les Big Four au démarrage, c'est tellement déshumanisé qu'on vous demande de faire quelque chose, vous le faites, et puis c'est la somme de toutes les petites actions de chacun qui fait une grosse connerie. Mais c'est pas une personne qui... C'est pas une personne qui s'est réveillée le matin en disant tiens je vais buter une nouvelle espèce ce matin, quoi. Enfin, c'est juste la conséquence d'une machine qui s'est mise en branle et qui a pas bien compris la conséquence de ce qui allait se passer et qui ne peut pas faire, qui peut même pas faire différemment en fait aujourd'hui. Donc la vraie solution aujourd'hui telle que je la vois, c'est des entités qui se créent, qui montrent qu'il y a un marché, que ça fonctionne, que ça gagne de l'argent, que c'est rentable, pour que les grosses organisations disent bon bah ok, au pire c'est un marché supplémentaire pour moi, je le développe et j'ai des moyens. Et là pour le coup c'est le système qu'on retourne dans le sens, parce que c'est juste un outil, qu'on retourne dans le bon sens, en disant bon bah ce système là qui se met en branle pour une bonne chose, eh ben, c'est quand même mieux que de le laisser partir vers ce qu'on l'a encouragé à faire avant, accessoirement. C'est nous qui avons, quand je dis nous, c'est collectivement la création du système bancaire, du système financier. À une époque, ça répondait à des problématiques avec des gens qui, autour de table, se disaient aussi il faut qu'on arrive à créer de l'emploi, il faut qu'on arrive à tertiariser le pays, à virer toutes les usines, etc. Enfin, c'était quand même une politique public. Ça n'a pas été caché, la désindustrialisation de la France. Ça n'a pas été caché. Le fait qu'on développe des solutions écocides, qu'on privilégie à fond le développement économique versus le développement de la nature. Ça n'a jamais été caché. Aujourd'hui, c'était pas les mêmes préoccupations. Oui. Mais ça n'a jamais été quelque chose de planqué. Ça n'a pas été... Là, aujourd'hui, dire du jour au lendemain, faut tout changer, c'est pas possible. On a construit quelque chose sur des décennies
et c'est impossible de le changer du jour au lendemain. Il faut faire petit, faire grandir. C'est comme... Et après, bon, alors si on arrive à leur mettre plus d'engrais aux solutions, effectivement, là, en l'occurrence, c'est mieux, je pense, mais c'est malgré tout, il faut les faire grandir. On le dit depuis les années 70, enfin, cette grosse prise de conscience, même planétaire, ça existe depuis les années 70, et que si à l'époque, on avait réfléchi justement à la reconversion de certains secteurs, etc., et planifié dans le temps, ça aurait moins de conséquences. Aujourd'hui, on n'a plus le temps, en fait. L'urgence, c'est tic-tac, tic-tac. Et du coup, on va être obligé quand même de faire des choix qui auront pour conséquence de mettre beaucoup de gens sur la paille. Et ça va avoir des conséquences assez drastiques. Et je pense qu'il faut vraiment arriver à créer justement des sujets qui permettent de, au pire, limiter ces conséquences, au mieux proposer une alternative bien, avec mais on le voit, juste avec des modèles de consommation différents qui ne pénalisent personne, qui juste réorganisent en fait les manières de faire. C'est des choses qu'on est capable d'arriver à faire. On arrive vraiment à changer localement et de manière globale et très forte le sujet. Le Covid a eu aussi pour effet, dans toutes les productions, quelles qu'elles soient, de biens manufacturés, de diminuer mais drastiquement le nombre de produits finis fabriqués. Et sur certaines industries, ça n'est toujours pas remonté et ça ne remontera pas. C'est notamment l'automobile, on est au niveau de la production des années 70. Ah oui. Et ça ne remontera pas. Mais ça démontre qu'une autre manière de faire est possible. Oui. Sur la partie de la mobilité, on va passer à la voiture électrique, on tue toute notre industrie sur le thermique, et puis l'Allemagne dit, finalement, moi je ne l'avais pas complètement tuée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la garder, la mienne. En France, on a un cas particulier qui est beaucoup de nucléaire, et il ne faut pas en sortir précipitamment, ou même... Enfin voilà, on a la chance d'avoir une énergie déjà bas carbone. Ouais. Mais là aussi, les dynamiques respectives, comme je disais tout à l'heure, alors tout le monde parle Flamanville et les 2 EPR2 et tout, ça mobilise beaucoup d'attention. Et tout le monde se fout du fait que la France est sur le point d'ouvrir, et ça d'ici 2026. Donc Flamanville, ça a pris combien de temps? Et les prochains EPR, 2040. Là, en 2026, on va ouvrir une gigafactory solaire qui produirait chaque année 5 gigawatts de panneaux solaires. Et c'est une société qui s'appelle Carbone qui est en train de boucler un tour de table de 1 milliard auprès d'investisseurs pour ouvrir cette usine à Fos-sur-Mer. Tout le monde s'en fout étonnamment. 5 gigawatts par an, c'est pas mal. Ça veut dire qu'en 25 ans, ils produisent l'équivalent de tout ce dont la France a besoin en solaire, rien que dans cette usine. Et ils veulent en ouvrir 2-3 autres en France et 2-3 autres en Europe dans la décennie qui vient. On n'en entend pas du tout parler alors que c'est quand même... tout le solaire était parti en Chine et là la France est potentiellement... potentiellement en train d'être le fer de lance européen de la réindustrialisation du solaire, et ce dans des proportions absolument gigantesques qui vont faire une grosse partie de notre plan de transition tel que dimensionné, évalué dans le rapport RTE. Et rien que cette usine-là fait une grosse part du boulot, mais on n'en parle pas. Parce que l'espace médiatique est beaucoup occupé par le nucléaire. Bon, moi j'essaie dans mon poste d'équilibrer tout ça aussi, de faire de couvrir un peu de manière proportionnée. Ouais, c'est vrai. Merci. C'est vachement bien, merci. Désolé, moi, c'était un grand plaisir. Super intéressant. Avec plaisir. Toi le jeune.